Je repasse la parole à Michel Jourde pour l'intervention suivante. Merci pour cette belle présentation. Alors, la thématique suivante qui va nous être présentée par Patrick Folcon, chirurgien ORL, ancien interne des hôpitaux de Paris. Moi, j'avoue que j'ai hâte de l'entendre parce que c'est un sujet au cours de l'exercice professionnel qui nous a tous concernés ou qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit du traitement chirurgical par voie endonasale des corps étrangers d'origine dentaire du sinus maxillaire. Donc, je pense que nous serons tous passionnés par cette présentation et je vous laisse la parole, vous avez 15 minutes. Messieurs les présidents, mes chers confrères, je vais vous parler aujourd'hui du traitement chirurgical par voie endonasale avec optique des corps étrangers d'origine dentaire qui peuvent migrer dans la cavité du sinus maxillaire. Alors ces dernières années, c'est vrai que le nombre d'implants dentaires et la réalisation de sinus lift parfois avant ces implantations ont largement augmenté cette migration de corps étrangers dans le sinus et engendre parfois des sinusites parfois graves qu'il va falloir savoir traiter chirurgicalement. Alors, il faut savoir que la physiologie du sinus maxillaire est assez complexe et fragile. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une modification de la ventilation du sinus, ça va entraîner des phénomènes inflammatoires qui vont diminuer le mouvement des ciliaires de la muqueuse, qui est une muqueuse respiratoire, un peu comme dans les poumons. Et cette diminution des cils cellulaires va entraîner une stagnation du mucus. Et comme tout liquide dans l'organisme, toute stagnation peut se surinfecter. Donc très rapidement, lorsque vous allez avoir un obstacle sur la fenêtre d'aération du sinus, vous allez avoir une répercussion sur sa ventilation et ça va engendrer une inflammation. Il faut savoir que l'ostium est très petit, ça fait entre 1 et 2 mm. C'est l'équivalent pour vous donner une comparaison, d'essayer d'aérer une pièce d'environ 20 mètres cubes avec un orifice de 20 cm de diamètre. Donc vous voyez, très rapidement, on peut obtenir un confinement et une inflammation et une surinfection. Sur un plan anatomique, on voit très bien ici qu'on appelle ça un ostium, mais on pourrait peut-être plus dénommer ça un canal ostial, parce que vous voyez, ça fait 1 ou 2 cm, ce qui explique encore plus la probabilité, la facilité d'obstacles à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs types de corps étrangers d'origine dentaire. Vous pouvez avoir un dépassement de pâte dentaire, c'est la classique aspergillose sur ce dépassement de pâte dentaire. La pâte dentaire est assez concentrée en oxyde de zinc et les champignons sont particulièrement friands de cet oxyde de zinc et vont se greffer progressivement en quelques semaines à quelques mois autour de la pâte dentaire et là vous voyez entraîner une inflammation globale du sinus avec une répercussion indirecte sur l'ostium. Là, l'ostium n'est pas bouché par le corps étranger, c'est l'inflammation créée par le corps étranger qui va indirectement intervenir sur l'obstacle ostial. Un autre corps étranger assez fréquent, c'est la racine dentaire. Là, vous voyez un petit fragment de racine dentaire qui va venir s'impacter dans la région du méa moyen. Et si on fait un scanner quelques semaines ou quelques mois plus tard, on verrait probablement une inflammation s'installer avec un épaississement de la muqueuse et probablement une stagnation de mucus et une surinfection. Donc vous voyez, c'est pas un fragment qui est énorme, mais il est bel et bien bloqué au niveau de l'ostium du sinus maxillaire. Voilà, là c'est un corps étranger plus important, c'est carrément une dent qui a migré dans le sinus maxillaire. Dans une région assez particulière, on verra tout à l'heure, dans la région tout antérieure du sinus maxillaire, donc assez difficile d'accès, notamment par la voie de méatotomie moyenne, on reviendra dessus tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'il y a aussi une inflammation importante tout autour de cette dent, de ce corps étranger dentaire. Voilà, autre corps étranger assez fréquent qui peut migrer, c'est l'implant dentaire là, qui est en train de décoller un peu dans le sinus maxillaire et on voit immédiatement une réaction inflammatoire avec un épaississement assez important de la muqueuse.
Alors voilà, une migration, alors là c'est assez étonnant, hein. C'est un implant dentaire qui a migré carrément dans l'ethmoïde, vous voyez, juste à côté de l'œil. Alors ça, évidemment, il a pas traversé l'ostium. Je pense que ce patient avait bénéficié d'une méatotomie moyenne, là vous voyez ici, une ouverture, j'en parlerai tout à l'heure, et donc l'implant a traversé la méatotomie et est venu se figer dans l'ethmoïde. Donc là, effectivement, on peut considérer que l'implant est un peu haut. Alors là, c'est ce que je vois plus fréquemment, c'est-à-dire que depuis l'avènement un peu des sinus lifts et de la mise en place de bioos ou de greffes osseuses, lorsque la muqueuse est éventuellement un peu abîmée ou franchie, on voit très régulièrement des petites particules venir se figer dans la région méatale moyenne et entraîner, vous voyez, immédiatement une réaction inflammatoire du sinus. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment fréquemment actuellement. On arrive souvent à s'en sortir par un traitement antibiotique et anti-inflammatoire et décongestionnant en espérant que les microparticules vont réussir quand même à traverser l'ostium. Mais malheureusement, on est souvent obligé d'intervenir par voie de méatotomie moyenne pour nettoyer, enlever ces particules et reperméabiliser le sinus maxillaire en espérant sauver un peu l'épaisseur de la greffe, parce que vous voyez, toute cette partie-là va probablement partir. Voilà, alors longtemps, hein, pendant des décennies, depuis la description à la fin du 19e siècle de l'intervention de Caldwell-Luc par Henri Luc en France en 1897, on a réalisé cette intervention pour aller justement traiter ces corps étrangers d'origine dentaire en réalisant une trépanation de la fosse canine. Donc en fait, on ouvrait largement la paroi antérieure du sinus. Ça a l'avantage d'avoir un abord direct, c'est-à-dire qu'on voit très bien la cavité sinusienne, donc on peut très facilement extirper, réaliser l'ablation de ce corps étranger, nettoyer la muqueuse inflammatoire et tout. Mais malheureusement, cette intervention comporte pas mal d'inconvénients. Une étude réalisée en 2012 sur à peu près 200 patients montrait qu'après 3 ans de suivi, vous aviez à peu près 40% des patients qui se plaignaient de douleurs assez intenses de cette partie de la face, de la région jugale. Vous aviez une persistance d'une tuméfaction dans la région jugale avec une asymétrie faciale. Et vous aviez aussi des douleurs dentaires dans la région prémolomolaire importantes. Donc vous voyez des pourcentages quand même non négligeables de complications, alors qu'on a quand même réalisé cette intervention pendant des décennies. Voilà. Donc c'est vrai que depuis l'avènement de la chirurgie endonasale, on a plutôt tendance maintenant, quasiment systématiquement, à intervenir sur ces corps étrangers dentaires par une voie qui est beaucoup plus physiologique. C'est-à-dire qu'on va aller agrandir l'ostium du sinus maxillaire pour le passer d'1 à 2 mm à environ 1 cm, à peu près une pièce d'1 euro. Ce qui va permettre d'une part de traiter chirurgicalement la muqueuse, de la nettoyer, et d'autre part d'extirper des corps étrangers qui peuvent être assez importants, comme par exemple une molaire. Donc c'est une intervention qui est réalisée sous anesthésie générale, qui dure environ 30 à 45 minutes, qui permet d'une part d'extraire le corps étranger et d'autre part de bien nettoyer la muqueuse du sinus maxillaire. Alors il faut, vous voyez, au niveau matériel, il faut un endoscope, un moniteur, une caméra, etc. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on réalise maintenant depuis l'avènement de la chirurgie endonasale dans les années 80 très régulièrement. Voilà, donc globalement, ça se pratique en chirurgie ambulatoire. Il y a très peu de complications, vous voyez, par rapport à la voie de Caldwell-Luc. Il peut y avoir quelques hémorragies. Maintenant, on mèche de moins en moins, donc le patient sort avec une ventilation nasale très correcte, pas d'épistaxis, très très peu de douleur, et les suites sont particulièrement simples. Voilà, là c'est une intervention, une voie de méatotomie qui a permis d'une part l'exérèse du fragment de racine, de la racine dentaire, et de la muqueuse qui tapissait, de la muqueuse particulièrement inflammatoire qui tapissait l'ensemble de la cavité du sinus maxillaire. Alors, le seul inconvénient de la méatotomie moyenne, c'est lorsque vous avez un corps étranger qui est vraiment situé dans la partie tout antérieure du sinus maxillaire. En fait, l'optique permet globalement de visualiser les 4/5 postérieurs du sinus maxillaire, même si vous utilisez une optique à 45 degrés. Donc là, pour récupérer, surtout si le corps étranger est enclavé, il va falloir faire une double voie, c'est-à-dire faire d'une part une méatotomie moyenne, et alors un mini Caldwell-Luc, vraiment très peu invasif, pour éventuellement désenclaver la dent qui peut être bloquée, la repousser vers la partie postérieure et la récupérer par voie de méatotomie moyenne. Voilà.
Alors, je voulais juste passer un petit film. Je ne sais pas si on peut le... Ça dure 2-3 minutes, ne vous inquiétez pas. C'est pas très long, ça dure 2 minutes 30, je crois. Donc voilà, on voit pas, je ne sais pas si vous voyez un peu quand même. Oui, on voit très bien. Vous voyez, d'accord. Donc là, c'est une fosse nasale, ça c'est le cornet moyen, et la région méatale moyenne est située ici. Donc j'infiltre un peu pour pouvoir justement accéder à cette région parce que, bon, on n'a pas beaucoup de place. Donc là, je résèque de façon partielle le cornet moyen pour faire un petit peu de place. Donc là, le cornet moyen fait un peu de résistance, donc ça va durer un peu de temps. Mais comme dans toute chirurgie, il faut bien voir, donc faire de la place et être à l'aise pour opérer. Donc résection du cornet moyen. Là, c'est un implant qui est, voilà, c'est peut-être mieux, vous voyez peut-être mieux, c'est un implant, voilà, c'est encore mieux. C'est un implant qui a migré dans le sinus maxillaire, donc le chirurgien dentiste me demande de le récupérer. Alors, certains implants n'entraînent aucune réaction inflammatoire. Parfois on peut le laisser et parfois le patient ne supporte pas d'avoir un corps étranger au niveau de la face, donc nous demande de le retirer. Voilà, donc résection du cornet inférieur, il fait un peu de résistance, je suis désolé. Ensuite, je vais aller repérer l'ostium du sinus maxillaire. Voilà, là c'est un, voilà l'ostium, donc je passe l'aspirateur boutonné dans le sinus maxillaire. Je repère que la cavité est bien derrière cette paroi et ensuite je vais agrandir avec une pince qu'on appelle la pince rétrograde que je vais passer dans la pince rétrograde qui en fait agrandit d'arrière en avant. Vous voyez, je passe le mort de la pince dans l'ostium et j'agrandis d'arrière en avant, ce qui va me permettre de mieux visualiser la cavité et surtout d'essayer de repérer l'implant en espérant que l'implant n'est pas enclavé en avant. Souvent, quand l'implant n'est pas enclavé, comme le patient est en décubitus dorsal, l'implant tombe sur la paroi sinusienne postérieure. Donc, en théorie, avec un peu de chance, je devrais le voir rapidement. Et là, on commence à apercevoir, il brille un petit peu, il est là. Donc, je vais essayer, voilà, vous voyez, on obtient quelque chose, voilà, il est là. Donc, il est repéré, il est bien sur la paroi sinusienne postérieure. Je le stabilise pour ne pas le perdre, parce que je n'ai pas envie qu'il parte soit dans le cavum ou... Donc, j'essaye de bien le bloquer pour le récupérer du premier coup avec une pince. Voilà, donc là il est bien positionné, je prends une pince droite, je le récupère, voilà, vous voyez, ça passe sans problème dans la méatotomie qui est bien large, et je le ressors tranquillement de la fosse nasale pour le renvoyer au chirurgien dentiste. Non, je veux pas. Puis le repositionner. Et pour le repositionner après, voilà. Non, voilà, vous voyez, je fais attention à surtout pas le perdre dans la fosse nasale. Voilà, voilà, l'implant est récupéré, on a sauvé l'implant. Voilà, donc vraiment, c'était pour vous dire que, juste en conclusion, c'est vraiment la voie d'abord, le gold standard chirurgical de la récupération de corps étrangers dentaires, et que je pense que maintenant, il faut vraiment ne plus faire de voie de Caldwell-Luc, parce que médico-légalement, ça peut poser des problèmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très intéressante intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Jacques Onfrère. Merci Guy. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai été surpris de vous entendre dire qu'on pouvait laisser un implant dans le sinus. Alors, on peut n'avoir aucune réaction inflammatoire autour d'un implant. Donc, c'est quand même une intervention sous anesthésie générale. Donc, comme toute intervention, ça comporte un risque. Donc, si le patient psychologiquement est prêt à accepter d'avoir un corps étranger au niveau de la face, et si il n'y a strictement aucune répercussion sur la ventilation sinusienne, ça peut se discuter. Ça nécessite un contrôle. Voilà, ça nécessite un contrôle une fois par an de faire un scanner pour voir si justement des phénomènes inflammatoires. Mais c'est certain que dès que le corps étranger entraîne une symptomatologie,
infectieuse ou inflammatoire, il faut intervenir. Il n'y a que la chirurgie qui peut traiter un corps étranger. Oui, je voulais poser une question sur les endoscopes. Oui. Voilà, c'est quel type d'endoscope, le diamètre, est-ce qu'ils sont flexibles? Alors non, c'est un... S'ils sont petits, on pourrait penser que vous pouviez aller visualiser assez facilement la paroi antérieure, etc. Alors non, c'est des endoscopes qui sont rigides, qui font à peu près 2,5 mm, et en fait qui visualisent à 35, 40, 45. Alors il y a des endoscopes à 70 degrés, mais c'est extrêmement compliqué de maniement parce qu'on est vraiment... voilà, c'est... Mais ce sont des endoscopes rigides en fait, c'est pas des endoscopes... Exactement. Mais pour compléter la question, Jean-Claude Coffinal, oui. Pourquoi vous n'utilisez pas des endoscopes souples dans certains temps opératoires, ce qui vous permettrait peut-être d'avoir une meilleure vision? Il y a aussi le problème de l'instrumentation, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une pince qui revient complètement, vous voyez, vers la partie antérieure du sinus maxillaire, donc c'est pas très confortable. Voilà. D'autres questions? Oui, Didier Maurice. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu l'occasion de faire, par exemple, des kystes de racines palatines de molaires? Parce que, bon, Philippe Herman travaille dessus. Par voie endonasale. Oui, par voie endonasale, parce que c'est un accès pour nous qui n'est pas toujours facile. Voilà, alors c'est possible, mais c'est assez compliqué parce que c'est vraiment dans le bas-fond sinusien. Et pareil, on a du mal à les voir. Puis en plus, le kyste est quand même assez dur. Donc, pour en pratiquer l'exérèse par des pinces endonasales, ça peut se faire, mais c'est compliqué. J'en ai déjà fait, des très gros qui parfois envahissent la totalité du sinus maxillaire, mais vraiment localisés au bas-fond sinusien, c'est assez compliqué. Une question par rapport à ces corps étrangers, la proportion entre les implants et les corps, les fragments dentaires ou radiculaires. Le plus fréquent actuellement, c'est vraiment les microparticules osseuses lors des sinus lifts. C'est vraiment quasiment 80% de ce que je vois en consultation. Les implants, les migrations, c'est finalement assez rare. Comme les pertes de dents lors d'extraction, on en voit, mais c'est quand même heureusement assez rare. Paul. Merci. Oui, vous avez évoqué la possibilité de problèmes médico-légaux à la suite de Luc Caldwell. Oui. Quels sont-ils? Lorsque, par exemple, un patient en période post-opératoire, au bout de 2-3 mois, se plaint d'avoir toujours des douleurs, se plaint d'avoir une hypoesthésie, se plaint d'avoir un gonflement, un juge peut vous reprocher de ne pas l'avoir adressé, si vous savez faire uniquement la voie de Caldwell-Luc, à quelqu'un qui sait faire une myatotomie moyenne. Donc il y a eu, je crois, des jurisprudences en France où on a reproché aux chirurgiens de ne pas l'avoir adressé dans un centre qui réalisait des myatotomies moyennes et d'avoir insisté pour faire soi-même une voie de Caldwell-Luc. Et voilà. Donc ça peut poser des problèmes médico-légaux actuellement. Merci. Je vous en prie. Alors justement, à ce sujet, en tant qu'expert judiciaire, j'ai eu à traiter un cas tout à fait récent qui exactement concerne ce cas. C'était le cas d'un dépassement de pâte dentaire dans un sinus qui a provoqué une sinusite aiguë. Donc le chirurgien dentiste était poursuivi par le patient et s'est allé jusqu'au tribunal. Et il a subi, ce patient, dans les suites de cette sinusite aiguë, une intervention de Caldwell-Luc complète. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. C'est l'abord de Caldwell-Luc, qui est l'abord par la fosse canine, qui est juste une trépanation du sinus maxillaire pour aller chercher un corps étranger. Et l'intervention de Caldwell-Luc, qui est un curage complet de la muqueuse sinusienne, et c'est cette intervention de Caldwell-Luc qui provoque des complications énormes de perte de substance, de douleurs post-opératoires, d'hypoesthésie, à long terme, voire définitive. Et on peut considérer, pour répondre à Paul qui a posé cette question, effectivement avec les confrères ORL que j'ai pris comme sapiteur, que l'intervention de Caldwell-Luc n'est plus conforme aux données actuelles de la science. N'est plus conforme. Je ne parle pas de la trépanation, je parle de l'intervention uniquement de Caldwell-Luc.
En revanche, effectivement, un abord endonasal associé à une trépanation précautionneuse de la fosse À canine minima, ouais. est tout à fait conforme. Mini-invasive. Donc attention, effectivement, d'un point de vue des bonnes pratiques, cette intervention n'est plus du tout indiquée dans ces cas-là. Oui, pour prolonger cette question, lorsque vous avez enlevé l'implant, vous avez fait l'ablation d'une partie de la muqueuse. Est-ce qu'il y a des conséquences à ce nettoyage du sinus? Non, non, très rapidement, la muqueuse repousse de manière saine. Il n'y a pas de Non, séquelles à aucune ça? conséquence. D'accord. En cas d'aspergillose, y a-t-il un traitement complémentaire in situ? Non, aucun traitement. Le fait d'avoir une bonne aération, comme ce sont des champignons qui poussent souvent un peu en milieu anaérobie, lorsque vous aérez bien, normalement, ça suffit, dans 95% des cas. Comme dans le poumon. Eh bien, merci beaucoup pour Merci beaucoup. Bravo, merci. ces précisions très importantes.